Bonjour Christian Laval. Bonjour Arnaud. Écoutez, merci d'essuyer les plâtres de cette première émission Tire, lire, l'émission littéraire de regard.fr. Vous êtes donc mon premier invité, j'en suis absolument enchanté. Je vais, et vous allez compléter, préciser, je vais vous présenter ainsi. Vous êtes sociologue avec une œuvre déjà conséquente, dont notamment une biographie de Marx, dont on va parler tout à l'heure. Et à cette bibliographie très importante, vous venez de rajouter 2 ouvrages. Donc le dernier qui vient juste de sortir, je l'ai reçu il y a quelques jours. Ma plus grande surprise, et pour mon plus grand bonheur, vous l'avez écrit avec votre compère Pierre Dardot, qui est philosophe, et il s'appelle « Instituer les mondes ». Alors, on en parlera, évidemment, c'est très important, parce que là, on sent qu'il y a du travail, le capital travail, il est là, clairement signifié. Mais le livre que j'ai adoré, par ailleurs, et que là, j'ai lu entièrement, c'est celui que vous avez publié dans le cadre de la rentrée littéraire d'hiver, en janvier. C'est un roman. C'est un roman, votre premier roman. Et il s'appelle Marx en Amérique. C'est aux éditions Champ-Vallon. Alors, je le pitch, comme on dit maintenant. Je le pitch rapidement. C'est assez simple et c'est très beau. Et vous allez dire pourquoi d'abord vous avez écrit un roman et comment vous avez eu cette idée. Voilà, l'idée est simple. En 1883, qui est, comme on le sait, la date de la mort de Karl Marx à Londres. Il appelle Engels, son copain Engels, son mécène aussi au passage, et puis voilà, plein de choses par rapport à lui que vous explorez d'ailleurs dans ce roman très bien, ce rapport entre Engels et Marx, mais d'une manière en romancier, justement. Donc, Marx dit à Engels, pas question, tu vas faire un faux enterrement, tu mettras des livres dans mon cercueil pour que ça fasse à peu près le poids, et moi, tu me payes un voyage incognito en Amérique, mais avec, donc Marx a une idée très précise de là où il veut aller en Amérique. Il veut rejoindre une tribu d'Iroquois qui finalement, mais ça vous allez nous l'expliquer, lui semble une version d'un communisme peut-être du futur. Alors comment vous avez eu cette idée? Et puis le roman quand même. Oui, le roman. C'est une longue histoire en fait. Si on remonte presque à l'enfance, les romans d'aventure, tout ça m'ont beaucoup marqué, mais comme tous les adolescents, Oui, il y a un côté Tintin en Amérique. Il y a un côté Tintin. Alors, il y a un côté Tintin, j'ai voulu vraiment insister là-dessus, y compris dans le titre, et donc d'assumer complètement le roman d'aventure. Je pense que c'était quelque chose qui me tenait à cœur, et je me suis souvenu d'ailleurs en l'écrivant que quand j'étais lycéen et que je m'embêtais beaucoup dans certains cours, j'avais commencé sur des cahiers à écrire des histoires d'Indiens. Et en fait, près de 50 ans après, ou plus de 50 ans après, finalement l'idée m'est revenue. Comment ça se fait? Ça, je ne peux pas l'expliquer. C'est-à-dire que quand on demande à quelqu'un pourquoi il écrit des livres, etc., c'est très compliqué. J'ai lu chez Primo Levi, par exemple, il y a un texte absolument formidable sur pourquoi on écrit des livres. Et il dit, au fond, il y a quasiment 9 raisons possibles d'écrire des romans, mais elles s'entremêlent, etc. Donc pour moi, c'était important de faire fonctionner l'imagination. Parce que dans tout mon travail sociologique, il est beaucoup question d'imagination, d'imaginer autre chose, de sortir du monde dans lequel nous sommes, de vivre autre chose, de vivre autrement, d'inventer de nouvelles formes de vie. Parce que moi, je crois que c'est ça la solution. C'est pas de prendre le pouvoir, si je puis dire. Ça, c'est ce que vous allez expliquer. Oui, c'est ce que j'ai. Dans l'autre livre dont on reviendra. Donc, c'est pas de prendre le pouvoir qu'un État tout puissant, tout beau, tout neuf, etc. change les choses, change la vie, etc. Non, il faut essayer d'inventer des formes de vie. Alors, l'imagination, c'est quoi aussi? C'est la littérature. Et donc, moi, je me suis essayé au roman toute ma vie. J'ai essayé d'écrire des bouts de romans. Et souvent, je me suis
suis arrêté, voilà, le problème c'est que je me suis arrêté. C'était quoi les idées, par exemple, de vos... En fait, ce qui était terrible, c'est que finalement, j'avais assez peu d'imagination, si je puis dire. C'est que ça s'arrêtait à ma vie, à ma propre vie, c'est-à-dire que c'était de l'égo-fiction. Ouais. Et ça, dès les années 70-80, j'essayais de me raconter, en fait, et de raconter ce qui se passait autour de moi. En fait, il y avait quelque chose qui était très, très sociologique. Moi, j'avais été très, très marqué par quelque chose, par un livre qui était pour moi tout à fait décisif, le petit livre et le grand livre en même temps de Georges Perec, qui s'appelle Les choses. Ouais. Alors pour moi, c'était vraiment le modèle. Là, c'est le chef-d'œuvre de littérature sociologique. Alors c'était le chef-d'œuvre. Alors en tant que sociologue, finalement, je ne voyais que ça de possible. Ah ouais. Voilà, donc c'était ça. Donc je me racontais avec mes amis. J'essayais de suivre en fait les évolutions sociales. À 5 ou 10 ans, je racontais au fond toujours la même histoire. J'avais un personnage qui s'appelait Marc, et en fait qui était... Marc, qui était Marc, oui, bah, je vois que c'est pas loin. Donc il y avait les aventures de Marc, et c'était bon double, en quelque sorte, ouais. Et donc, et ça s'épuisait assez vite. En fait, j'avais pas tellement le goût de ça. Et je n'arrivais pas à trouver finalement la piste. Et puis finalement, en travaillant sur Marx, etc., bon, il s'est trouvé que je me suis dit quand même, inventer une forme de vie, ça pourrait être aussi donner une autre vie à quelqu'un qui a existé, un supplément de vie, pas un supplément d'âme, un supplément de vie, ouais. À quelqu'un qui, au fond, avait dans la dernière partie de sa vie des idées nouvelles. Voilà. Et c'est ça qui m'intéressait beaucoup, ouais. C'est que chez Marx, on parle maintenant du dernier Marx, oui. Il y a un virage. Ouais. Et il s'occupe de tout à fait autre chose. En fait, il ne s'occupe pas complètement des Indiens ni des sociétés archaïques, mais enfin, pour lui, il y a quelque chose là à trouver, ouais. Et quelque chose à chercher. C'est vraiment ce que j'ai adoré, parce que, évidemment, on ne va pas non plus mentir, c'est pas un roman d'aventure. Il arrive des choses à Marx qui sont quand même assez incroyables. Par exemple, il est obligé de se couper la barbe, parce qu'il est devenu un Indien. Donc ça, déjà, dans l'imaginaire, dans notre imaginaire, c'est très difficile d'imaginer Marx sans sa barbe, mais c'est très beau. Il se marie avec une Iroquoise, on ne va pas tout raconter, il lui arrive des choses, mais c'est quand même évidemment surtout un roman à idées où vous mettez en valeur les théories de ce qu'on appelle donc désormais le dernier Marx. Alors voilà, en fait, ce que j'ai voulu faire, volonté là-dedans, elle est toujours bizarre. Je découvre, moi, quand j'écris, et particulièrement quand j'ai écrit un roman, que la dimension de la volonté ou du plan ou du programme et tout ça est quelque chose à mettre vraiment entre guillemets. Je veux dire qu'on découvre en écrivant, etc. Bon, il y avait quand même cette idée de l'aventure, il y avait l'idée du drôlatique. C'est-à-dire qu'il fallait que la lecture soit quand même plaisante, qu'il arrive des choses assez amusantes, bon voilà, il y a un côté un peu grand guignolesque ou carnavalesque. J'ai pas voulu faire non plus un roman trop sérieux, parce que quand on dit, comme vous le faites, roman à idées, oh là, on se dit ça va être quand même un peu pesant. Bon, c'est vrai, je vais pas renier, je vais pas renier le fait qu'il y a des idées. Non, c'est très bien fait, parce que vous faites ça, il y a des discussions, il faut le dire, entre Marx et Engels, qui sont juste passionnantes, mais qui se passent toujours dans des cadres, romanesques, hein, une auberge au bord des chutes du Niagara, etc. Donc, comme ça, il y a une vraie mise en scène, mais les dialogues, ils sont là. Ils sont pointus. Il y a des choses un peu pointues. Bon. Ça discute théorie. Mais moi, j'ai adoré. Enfin, je veux dire, je vais pas faire celui qui a lu Le Capital, etc. Ce n'est pas le cas. Donc, j'ai quand même des vagues notions quand même sur Marx, mais j'ai appris moi tout simplement plein de choses, notamment sur ce dernier Marx, parce que là on voit quand même que vous travaillez à partir de choses qui sont réelles, c'est-à-dire que vous n'inventez pas un Marx en fait, vous le restituez dans ce qu'on vous appelait un supplément de vie justement. Oui, un supplément de vie, un supplément d'idées, c'est-à-dire que bon, là je vais loin, mais j'ai rencontré là dernièrement quelques jeunes marxistes, j'avais peur qu'ils m'en veuillent beaucoup, et au fond ils sont très contents. Il y en a même un qui m'a dit « Oh, c'est vraiment le livre que j'aurais aimé écrire ». Donc ça m'a fait un grand plaisir, parce que, bon, il faut quand même dire que j'ose quelque chose qui est quand même assez inhabituel, c'est d'écrire des textes que j'attribue à Marx.
Et ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui se sont permis de faire des écrits apocryphes comme je le permets. Bon, il me le pardonne. Apparemment, il me le pardonne. Il me le pardonne. Donc, il y a effectivement du faux Marx, Salut si je les puis jeunes dire. marxistes. Mais je l'ai dit, je l'annonce, c'est pas du vrai Marx. Mais enfin, ça aurait pu être du Marx. Alors, c'est ça la fiction, ça aurait pu être. C'est-à-dire, il y a quelque chose quand même de possible, et vous dites effectivement très bien qu'il y a des éléments de réel. Ça part vraiment de ce que Marx a voulu faire à la fin de sa vie et qui n'a pas abouti. Et moi, j'ai voulu faire une fiction sur une sorte d'aboutissement d'un Marx qui aurait été jusqu'au bout, au fond, à la fois de ses idées, c'est-à-dire l'idée que, alors ça c'est le point clé des idées justement, que finalement le communisme du futur, il passera ou il peut passer par un réinvestissement des formes passées et des formes justement communales ou communalistes ou communistes des sociétés sociétés ça c'est l'autre anciennes. bouquin, on en parlera. Oui, c'est dans l'autre bouquin, mais c'est oui, la bien même sûr, les deux sont liés, évidemment. C'est la même chose. C'est la même chose, c'est-à-dire que bon, voilà. Marx, il découvre vers la fin de l'année de sa vie, dans les années 60, 1860, un peu plus tard, il découvre toute une littérature qui lui montre que dans un grand nombre de pays, de continents, il ne connaît pas tout d'ailleurs, mais enfin il s'aperçoit qu'il y a une propriété collective qui a existé, qu'il y a des formes démocratiques qui ont existé et qui perdurent, et qu'il y a encore beaucoup de vestiges, y compris en Allemagne et en Russie. Il s'aperçoit aussi que son père qui était avocat, enfin il se rappelle, et il le dit dans une des lettres à Engels, que son père, avocat, s'occupait justement des pratiques coutumières collectives des paysans allemands qui étaient autour de chez lui à Trèves. Ouais. Et c'est comme si, en fait, Marx, qui lui-même avait voulu faire du droit et avait à un moment donné eu cette vocation juridique, retrouvait donc à la fin de sa vie quelque chose d'extrêmement important, c'était les droits collectifs, finalement, des paysans, des habitants, des campagnes, etc. Donc il renouait avec la très vieille histoire, finalement, des propriétés collectives et des droits coutumiers. Et il le découvre aussi en lisant des travaux ethnographiques, ceux de Morgan en particulier, donc de Lewis Henry Morgan. Dont vous parlez beaucoup, et du coup, ça nous fait quand même une petite synthèse, parce qu'évidemment, je n'ai pas lu Morgan, donc j'ai une petite synthèse grâce à vous, parce que ça, vous savez, très pédagogique, hein, c'est-à-dire on comprend ce qu'a été le travail de Morgan en quelques pages. Grand anthropologue américain, un des premiers à avoir étudié à fond les sociétés indiennes, en particulier la société Iroquois. Alors mon Marx, en fait, que j'invente, c'est en fait comme un doublon de Morgan. C'est-à-dire Morgan est mort en 81 et il avait été adopté par les Iroquois. Il a quelque chose de très très proche. Enfin, mon Marx a quelque chose de très proche de Morgan. C'est-à-dire, c'est en fait un fantôme de Morgan en quelque sorte. C'est-à-dire que il se fait passer, bon, on ne va pas tout raconter, mais Marx se fait passer pour un ethnologue, et en fait, voilà, c'est un autre Morgan qui lui-même va être adopté, etc. Donc il y a une espèce de jeu comme ça entre les deux figures, celle de Morgan et celle de Marx. Alors Marx, justement, donc pour revenir à cette histoire, il a lu le vrai Marx, là, il a lu Morgan, et il est complètement fasciné, effectivement, par les Iroquois. D'où le fait que lui attribuer le désir d'aller en Amérique, de vivre chez les Iroquois, de les étudier d'abord, et puis de vivre comme eux, n'est pas complètement une lubie, n'est pas complètement de l'ordre de l'impossible. C'est quelque chose qui aurait pu se faire. Bon, évidemment, ça voulait dire quand même que ce Marx-là ne serait pas mort en 1883. Et évidemment, bon, ça c'est le saut dans la fiction que j'ai voulu assumer. Mais comme vous le dites, finalement, ça permet de dire pas mal de choses, en fait, le roman. Énormément de choses. D'autant que, en fait, ce qu'il faut aussi expliquer, c'est que Marx arrive chez ces Iroquois en 1883, et en fait, les guerres indiennes sont terminées. Je veux dire, ils ont été vaincus. Les Amérindiens ont été vaincus. Ils vivent sur une réserve lorsque Marx arrive chez eux. Et donc,
on a l'impression aussi qu'il se fait, alors, on va pas tout raconter, mais enfin, il se fait élire au Conseil des tribus, quand même, et c'est quand même Karl Marx, et donc, après avoir appris l'Iroquois, évidemment, et donc, il se fait élire, et donc, on a l'impression qu'il cherche à les rendre marxistes, Oui, mais Marx lui-même a changé, c'est-à-dire qu'il n'est plus marxiste. Alors là, il y a un point que j'utilise, que j'exploite à fond, c'est qu'il y a une célèbre phrase de Marx qui a été rapportée par toute une série de gens, dont Engels. Je ne suis Marx, pas marxiste. je ne suis pas marxiste. Oui. Et donc il y a tout un jeu, évidemment, autour de ça. C'est-à-dire que, bon, Marx dit à Engels, bon, toi, t'es marxiste, Oui. ok, moi je ne serai jamais. Alors bon, ça m'a paru important aussi à dire, c'est-à-dire d'attribuer à Marx quelque chose qui est très touchant, intellectuellement, moi en tout cas, qui me marque beaucoup, c'est quelqu'un qui veut toujours recommencer, qui dit, au fond, ce que j'ai fait, bon, c'était bien, c'était intéressant, etc., mais il faut que je reparte, il faut que j'aille ailleurs. Il y a un truc quand même extraordinaire. Quand il a fini Le Capital, enfin le premier volume, il a dit, il faut tout recommencer. Ça, c'est quand même extraordinaire. Ouais. C'est-à-dire, même par rapport à toute l'histoire du marxisme, après, que Marx ait pu dire, une fois le point final du premier volume, il faut tout recommencer, c'est quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, mon Marx, en fait, c'est quelqu'un qui recommence tout. Voilà. Et c'est ça, pour moi, un révolutionnaire. Oui, c'est pour ça que, d'ailleurs, on parle du jeune Marx, puis après, on parle de Marx, et puis maintenant, on parle du dernier Marx. Et du dernier Marx. Et bon, moi j'ai fait l'ultime Marx, si je puis dire. Ouais. Enfin, on pourra toujours en inventer d'autres. Mais c'est péréquien. Là, vous l'avez eu, votre moment péréquien. Peut-être, oui. Bon, ben voilà, ça me fait très plaisir que vous me disiez ça, donc j'ai pas tout perdu. Donc c'est ça, en fait, cette idée que, en fait, on peut toujours se refaire. Et c'est marrant, ça, parce que j'ai envoyé ce texte à un éditeur, qui est un de mes amis, et qui m'a dit une parole un petit peu méchante, qui m'a dit on ne se refait pas. Sous-entendu, finalement, tu es toujours le même. Et en fait, ça m'a beaucoup marqué et blessé, parce que ce livre, c'est justement une façon de se refaire. C'est-à-dire, Marx, là, dans mon roman, se refait. Il refait sa vie. Il redécouvre quelque chose qu'il n'avait pas connu. Et il a ce désir-là de devenir autre. Et au fond, moi justement, en écrivant ce roman, parce que vous me demandiez tout à l'heure, mais pourquoi le roman ? C'est qu'en fait, il y a aussi ce désir, finalement, à travers ce roman, à travers cette écriture très différente de celle qui était la mienne jusqu'alors, de me refaire, c'est-à-dire de me retrouver en romancier, en situation d'écrire de façon tout à fait différente. Par exemple, sans note de bas de page. Enfin, je sais pas, c'est quelque chose pour quelqu'un comme moi qui était une délivrance extraordinaire. Bon, mais les livres que j'ai écrits avec Pierre Dardot tout seul sont bourrés de notes de bas de page, avec évidemment le souci de la référence très précise, etc. Et là, il y a une délivrance, il y a une libération, enfin, une émancipation, si je puis dire, absolument extraordinaire. Enfin, ça m'a fait... Honnêtement, ça m'a fait un bien fou. J'espère que ça fait du bien au lecteur, mais pour moi, ça m'a fait un bien fou, en tout cas. Et au fond, peut-être que si ça m'a fait un bien fou, peut-être que ça peut en faire aussi au lecteur. Enfin, en tout cas, je l'espère. Ouais. Une écriture assez libre, voilà. Bon, alors, on en vient au deuxième, qui vient donc de sortir, que j'ai vraiment un tout petit peu lu. Je vais vous dire comment j'ai fait. J'ai lu l'introduction qui est assez courte, par ailleurs, qui est, comment dire... tellement juste qu'elle en devient un peu glaçante, pour tout vous dire. Heureusement, après je suis allé dans la table des matières, j'ai vu qu'il y avait quand même une longue partie historique sur l'idée de la nation et de l'État, si j'ai bien compris. Et là, ça part d'Athènes, et puis vous remontez le fil de cette histoire jusqu'à aujourd'hui, qui est donc la dégradation de l'idée. Vous l'expliquez très bien, et notamment à travers des instituts supranationaux comme l'ONU, qui ne fonctionnent plus pour un paradoxe que vous signalez dans le livre. C'est bien ça. Et heureusement, il y a
il y a à la fin, il y a, je sais, les pages que j'ai commencé à lire avec le plus d'envie et d'enthousiasme, parce que vous appelez ça stratégie, hein, c'était un peu le fameux que faire de Lénine, hein, et donc, et vous expliquez, là aussi, hein, vous êtes avec Dardot très, critique sous ce qui a pu se passer, notamment à gauche, avec plein de choses, hein, l'altermondialisme, ce qu'on appelait l'altermondialisme, peut-être le zadisme, etc. Et vous dites, voilà, nous, on a peut-être une autre idée là aussi, hein, vous essayez d'imaginer une autre porte de sortie. Est-ce que j'ai bien résumé l'affaire ? Oui, oui, mais on peut faire le lien entre les deux, parce que ce qui est marrant, c'est qu'il y a une coïncidence temporelle. Le roman est paru mi-janvier et fin février, on sort ce livre. Oui, puis là, on voit bien que vous ne l'avez pas écrit en 2 mois. Oui, voilà, on l'a commencé il y a longtemps. Et c'est le tome 2, finalement, si j'ai bien compris. Oui, alors voilà. Bon, je fais un petit peu le récit, c'est-à-dire que depuis très très longtemps, on s'intéresse à 2 choses avec Dardot. L'actualité, le diagnostic, où nous en sommes. En fait, on suit justement une maxime de Marx, très jeune, quand il a dit, c'est dans sa réponse à Proudhon, il dit en fait ce qui compte, c'est pas d'avoir des idées comme ça, des utopies, etc., c'est de voir ce qui se passe. Voilà. La consigne, c'est voir ce qui se passe. Et pour les révolutionnaires, c'est pas la peine d'imaginer une grande architecture, etc., à la manière de Cabet avec ses Icaries, etc. C'est pas la peine. Voyons ce qui se passe et regardons ce que veulent les gens et la façon dont ils luttent et ce à quoi ils aspirent. C'est ça la consigne, en quelque sorte méthodologique de Marx. Donc c'est pour ça, on revient à tout ce qu'on disait tout à l'heure, qui n'est pas marxiste au sens où il y aurait une doctrine toute faite et où on ne verrait plus la réalité et où il suffirait de se confier au cadre qu'on a dessiné, au cadre doctrinal. Comme on fait d'ailleurs justement des générations de marxistes qui avaient la doctrine toute faite, etc. Ouais. Mais c'est absolument contre ça que Marx s'élève. Il veut découvrir. C'est pour ça que mon Marx chez les Iroquois n'est pas complètement absurde. Il veut aller voir ce qui se passe. Ouais. C'est ça, ça l'idée. On revient à la logique. Hein. Vous voyez la logique. Donc finalement, Dardot et moi, on se considère comme extrêmement fidèles à cette consigne. Voir ce qui se passe. Alors, donc, le diagnostic, c'est-à-dire depuis presque 20 ans, on travaille sur les transformations du capitalisme, le néolibéralisme. On s'est beaucoup intéressé, par exemple, à la façon dont le néolibéralisme détruit la démocratie. On semble découvrir ça aujourd'hui. En 2016, on avait écrit un bouquin dont le titre est terrible et terriblement glaçant, qui s'appelle « Ce cauchemar qui n'en finit pas ». C'est 2016. Je veux dire, on avait déjà ça sous les yeux, en fait. Il suffisait de les ouvrir. Aujourd'hui, on découvre l'horreur trumpiste, la poutinisation de l'Amérique. Enfin, on voit toutes ces horreurs-là, etc. Mais en fait, déjà se dessiner, finalement, une façon de détruire, de défaire tout ce qu'il pouvait y avoir encore de démocratique dans la démocratie libérale. Ce qui n'était déjà pas une formidable démocratie. Mais voilà, c'était les libertés les plus fondamentales qui étaient atteintes. Oui, dans ce livre, c'est de là Alors, on part de là, voilà. Il n'y a plus de démocratie, enfin, pour aller vite. Voilà. C'est du technofascisme, voilà. Voilà, technofascisme, néofascisme, enfin, on peut l'appeler comme on veut, nationalisme xénophobe, enfin, tout, bon. Ouais. Mais, donc, il y a un diagnostic qu'on a établi depuis un certain nombre d'années et au fond on avait aussi travaillé donc à partir de 2018 sur l'État. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens qui nous disaient l'État n'existe plus, la mondialisation a ravagé l'État, etc. Mais on a dit non. En fait, ce à quoi on assiste, c'est plutôt à une instrumentalisation de l'État par le néolibéralisme qui est fondamentalement un étatisme, qui est un étatisme très particulier, mais qui est précisément une entreprise de domination sur la société qui tend à transformer cette société en relation de concurrence, en ordre de marché, en tout ce que vous voulez, mais c'est l'État qui reste au centre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Trump, c'est l'État. Milei, c'est l'État. Et qui est d'autant plus autoritaire, justement, qu'il sait qu'il y a des oppositions, des contraintes, des obstacles, et que leur entreprise est quand même
complètement folle. C'est une entreprise de destruction des liens sociaux et de la nature. Bon, d'accord, mais alors faites-nous rêver 2 secondes. Alors attendez, j'y viens. Parce que ça, on est à peu près au courant pour tout vous dire. Mais alors je vais vous dire, parallèlement à cette voie que nous avons entreprise, il y a celle justement des alternatives. C'est-à-dire que nous avons travaillé depuis aussi très longtemps sur la façon dont les luttes, les expériences, etc. peuvent dessiner un autre monde possible et d'autres formes de vie possibles. On l'a fait dans un livre qui s'appelle Commun et dont le sous-titre était Essai sur la révolution 21e siècle. Donc, on était déjà dans cette idée, c'est un livre qui a 10 ans maintenant, on était déjà dans l'idée que toutes les luttes aujourd'hui et toutes les expérimentations qui se déroulent dessinent quelque chose qu'on appelle les communs, un monde de communs au pluriel, c'est-à-dire des formes d'autogouvernement, des activités, des communes, des lieux de résidence, etc. Et c'est dans ce fil-là que nous avons fait ce livre en disant, eh bien, après avoir étudié l'État, et dans un livre qui s'appelle Dominer, voilà, nous faisons l'autre aspect, l'envers, le contre, si vous voulez, le discours contre, et qui est finalement une espèce de grand panorama de toutes les formes de lutte qui aujourd'hui peuvent laisser espérer justement un autre monde. Alors, la question stratégique est absolument essentielle, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire que dans les luttes, il y a quelque chose qui se passe, d'autres formes d'activité, de vie, des formes démocratiques, des formes d'autogouvernement, des formes de rupture avec la propriété privée, etc. Tout ça est vrai, mais il faut définir une voie stratégique. La voie stratégique, elle porte aujourd'hui, finalement, sur la question du monde, ou des mondes. Oui, ce que vous appelez la cosmopolitique. La cosmopolitique. Alors expliquez-nous ce terme, cosmopolitique. Alors voilà, c'est un vieux terme antique, etc., qui dit précisément, disons, une politique à l'échelle du monde. Ouais. Dans quelle mesure appartenons-nous finalement à un monde? Y a-t-il une cité du monde, comme disaient les anciens, ou pas? Bon, et ce terme, cosmopolitisme, a été repris par beaucoup de gens, des chrétiens, des philosophes, Leibniz, Kant, etc. Bon, Rousseau. Bon, tout le monde, enfin beaucoup de gens en tout cas, une série de gens, se sont posés la question, finalement, la nation... Est-ce qu'il y a un esprit du monde, c'est ça Alors, oui, alors il y a des gens qui pensent que cosmopolite, ça veut dire déjà quelqu'un qui a de nombreuses expériences du monde, qui n'appartient pas à un seul pays, mais qui voyage. Il y a une espèce d'idée d'un nomadisme ou d'une multi-appartenance, disons, à beaucoup de pays. Mais cosmopolitisme, c'est déjà une philosophie, c'est une représentation du monde. Cosmopolitique, c'est une stratégie politique, une stratégie de lutte. Donc, qu'est-ce qui s'est passé je refais très rapidement l'histoire. Sur le plan stratégique, la gauche, au fond, a eu 2 voies. Une voie qui était celle de l'internationalisme. C'est les socialistes du début du 19e siècle. Qu'est-ce qu'ils disent? Eux, ils disent qu'il y a, comme Marx, un cosmopolitisme du capital. Il y a un grand marché universel qui est créé. C'est l'économie, donc, qui nous donne un nouvel espace dans lequel on va pouvoir construire un monde sans nation, sans frontières et sans État. Ça sera la grande, ce que ensuite les bolcheviks appelleront la grande république des soviets. La grande république mondiale des soviets, c'est précisément un cosmopolitisme réel, mais qui est appuyé toujours sur l'idée que le capital a ouvert la voie. Le capital a uniformisé le monde, a mis en contact tous les pays et a permis ensuite à tous les prolétaires de s'unir pour faire une révolution mondiale. C'est la grande idée, finalement, donc des Saint-Simoniens, c'est la grande idée des marxistes, mais il y a une autre voie qui a été prise par la gauche, et ça, cela tient à la force du cadre juridico-politique de l'État-nation. Et c'est pour ça qu'on part de ça. C'est que la gauche, en fait, a progressivement abandonné ce grand idéal internationaliste. La gauche n'est plus internationaliste parce que, précisément, toute son action
a été en quelque sorte saisi, pétrifié, enfermé par les institutions de l'État. Et donc aujourd'hui, on est confronté à un grand problème, c'est que les problèmes sont mondiaux, les problèmes du climat, les problèmes d'immigration, le problème de la finance, enfin tous les enjeux sont mondiaux. La biodiversité, n'en parlons pas. Tout ça est mondial. Mais les gauches, en fait, elles sont nationalisées. Un peu comme les sociétés d'ailleurs. C'est-à-dire que les sociétés sont des réalités nationales. Alors, bon, la question qui se pose, elle est extrêmement importante pour nous, elle est considérable, c'est dans quelle mesure l'alternative peut-elle être à nouveau, peut-elle se situer sur le plan où il faut qu'elle se situe, c'est-à-dire sur le plan du monde. Voilà. Alors que toute la gauche, en fait, a abandonné ça. Je veux dire, on n'entend plus rien. Ouais. Aujourd'hui, si on revient à l'actualité la plus récente, on n'entend rien. Il y a un vide considérable. Le paradoxe même, c'est que les internationalistes, aujourd'hui, ce sont des nationalistes. C'est l'international réactionnaire dont parlait Macron. Ouais. C'est l'international des nationalistes, ce qui est vraiment une aberration. Donc maintenant, la question, c'est de savoir comment les gauches nationalisées peuvent-elles renouer avec l'internationalisme, mais sous une autre forme. Alors, il y a eu un événement considérable qui a été l'altermondialisme. Ouais. Justement, l'altermondialisme, à partir de la fin des années 90, montre qu'il est possible de faire des rencontres, que la pensée de gauche peut se décentrer, elle n'est plus seulement européenne ou américaine, ou nord-américaine, elle est mondiale, c'est-à-dire qu'il y a les voix du Sud qui comptent. Il y a d'autres mouvements qui sont apparus, des mouvements paysans à l'échelle du monde, dont il faut tenir compte. Il y a des mouvements féministes, il y a des mouvements écologistes. Donc ce qui est en train de se produire ne se situe pas dans les partis de gauche, mais se situe avec l'altermondialisme dans des mouvements et dans des luttes de grande ampleur dont les partis de gauche n'ont absolument pas tiré les enseignements. Et c'est pour ça que nous consacrons une grande partie de l'ouvrage à des réalités qu'il faut prendre en compte, des réalités des luttes, des caractéristiques des luttes. C'est premièrement, dans plein d'endroits, il y a des formes d'autogouvernement démocratique qui sont développées. Vous parliez des zadistes, bien sûr, il y a les zapatistes du Chiapas, il y a le Rojava, il y a plein d'exemples, et même, on reprend les analyses des Gilets jaunes, les Gilets jaunes, il y avait quand même des petites républiques, des ronds-points, qui se sont constituées avec des formes d'autogouvernement du territoire. Absolument. Ce qu'on a complètement oublié. Oui, oui. Et donc, il y a ça. Deuxièmement, il y a une forme nouvelle de lutte qui sont des luttes transfrontières. On prend l'exemple du féminisme en Amérique latine, entre l'Argentine, la Colombie, le Chili, le Mexique, etc. Il y a des formes de convergence, il y a des grèves. Il y a un livre qui en parle très bien, c'est le nouveau livre de Neshino, qui parle, puisqu'elle vit, vous savez, de l'autrice de Tigre, qui sort un nouveau livre qui s'appelle La Realidad, puisqu'elle vit au Mexique, et elle va voir, et notamment, il y a tout un reportage finalement, où elle va au Chiapas avec des femmes, c'est les femmes zapatistes qui reçoivent les femmes qui veulent. C'est tout à fait dans ce sens-là. Donc il y a ça, et il y a justement les mouvements indigènes, les mouvements autochtones qui se sont développés et qui font entrer en communication des peuples d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie, etc., qui ne se connaissaient pas, qui ne communiquaient pas entre eux, et qui donc aujourd'hui s'affirment comme des entités politiques non étatiques et qui ont d'ailleurs lutté suffisamment pour qu'on leur reconnaisse des droits. Et puis aussi qui introduisent une autre dimension fondamentale qui est un autre rapport à la nature. Et c'est ça aussi. Et là, on retrouve Marx en Amérique. C'est-à-dire qu'au fond, et là, vous avez bien vu qu'effectivement, vous avez tout à fait raison, c'est que Marx en Amérique est une sorte aussi d'exemplification. Bon, il y a un siècle de ce qui se passe aujourd'hui. Moi, mes Iroquois, mes Sénécas, ma bande de lutteurs, etc., bon, je vous le dis comme ça, c'est un peu une clé. Ils ressemblent quand même pas mal aux zapatistes. Hein. Ouais. Il y a un côté quand même très contemporain. Donc, en fait,
justement, pour revenir au roman, je relis en fait des périodes très, très différentes, enfin, de notre actualité et ce qui pouvait se passer au 19e siècle. Donc là, bon, ben, je m'amuse à ça. Bon, mais il y a effectivement un fond très sérieux, c'est les luttes d'aujourd'hui dont je parle. Évidemment. Et même, donc, en fait, votre Marx en Amérique, là, il a conscience de Gaïa, en fait, d'un rapport au monde, justement, un rapport au monde et à la vie, Voilà. qui est beaucoup plus fort que nous avons perdu, finalement. Voilà. Mon Marx a lu Philippe Descola. Hein? Il a lu Descola, il a lu des anthropologues anarchistes, il a lu David Graeber. Bon, Oui, ça c'est clair. En fait, il est toujours pas mort. En fait, ça se trouve, il vit encore. Effectivement, justement, il vit à travers tous ces auteurs. Ouais. C'est-à-dire que je pense qu'il y avait chez lui, à la fin, vraiment une intuition que le rapport à la nature avait été complètement perturbé par le capitalisme, c'est-à-dire que, bon, maintenant, ça c'est le dernier Marx qu'on découvre, c'est-à-dire toute cette dimension écologiste chez lui, qui veut que, précisément, le capital n'exploite pas seulement les hommes, mais ravage la nature. Et ça, c'est un Marx complètement actuel qu'on redécouvre. Hein. Mais qu'on redécouvre, mais en fait, ce que j'ai cru comprendre, en lisant d'ailleurs, enfin en lisant Marx en Amérique, que vous parlez, en fait, à ce moment-là, donc Engels va le voir de temps en temps, il discute, comme on l'a dit, mais il est surtout en train d'établir le tome 3, si je crois bien, du Capital, et que les notes de Marx sont totalement indéchiffrables. Parce qu'on dit le dernier Marx, mais c'est en fait parce que, si j'ai bien compris, on commence simplement à le déchiffrer. Oui, c'est-à-dire qu'on a recueilli quand même toutes les notes de Marx qui composent ce qu'on appelle les cahiers ethnologiques de Marx. Donc ça, on a déjà recueilli. Maintenant, on les exploite, c'est-à-dire on essaie de les interpréter. Bon, évidemment, ce sont des notes, donc dont toutes les notes qui ont trait aux lectures qu'il a faites de Morgan, dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est maintenant seulement qu'on peut exhumer ce Marx-là, et qu'on peut voir à quel point il était sensible, par exemple, à l'agronomie, enfin aux recherches des chimistes de la chimie organique, et qu'il a pu étudier, par exemple, ou en tout cas prendre en compte l'épuisement des sols, par exemple, des choses absolument formidables que je raconte un peu dans le livre, enfin, dans des conversations, etc. Bon, voilà. Et tout ça, vous l'avez peut-être remarqué, se fait avec Engels autour de la dive bouteille, comme dirait l'autre. C'est-à-dire que tout ça, c'est une ivresse aussi. Il y a une ivresse à la fois de penser. De la parole, de la pensée, voilà, etc. Ils boivent beaucoup, etc. Et en même temps, il y a beaucoup d'amitié, d'amour, de désir. J'ai voulu faire aussi un Marx désirant, c'est-à-dire un Marx qui était mu par un vrai désir. Oui, alors il faut expliquer, parce que il est veuf, Jenny est effectivement, sa femme est morte avant lui, mais il y a sa fille, en revanche, qui est un très beau personnage aussi dans votre livre. Alors voilà. Il y en a deux d'ailleurs, parce que donc, il y a celle qui est avec Paul Lafargue, c'est ça Oui, alors il y a Éléonore. Alors bon, là je me suis contenté. Laura, je l'ai laissé de côté. Bon, je voulais pas multiplier non plus les rapports avec ses filles. Donc je me suis contenté, mais c'était déjà beaucoup, de donner vraiment vie à une personne exemplaire. Et je ne comprends toujours pas pourquoi dans le mouvement féministe en général et dans l'historiographie, on ne donne pas plus de place à la cadette de Marx, Éléonore, appelée Tussi, la bagarreuse, qui est une femme absolument extraordinaire, qui aura un destin tragique que je raconte à la fin, mais qui a surtout un désir qui est né avec sa vocation d'actrice, et avec son amour pour Shakespeare, mais aussi son amour pour Ibsen. Elle a en elle une vraie vocation à vivre sa vie à elle. C'est-à-dire à ne plus dépendre justement des hommes et à ne plus dépendre justement du père. Du père, parce qu'il est un peu lourd quand même. Il est un peu lourd. Alors elle s'émancipe. Et bon, ce que je dis sur les échanges des désirs entre les gens, c'est qu'au fond, le désir
formidable de sa fille de s'émanciper, y compris de s'émanciper de lui. Elle a 27 ans, en fait. Et en même temps, ce que vous dites, c'est qu'ils font des tournées aux États-Unis, où son art du théâtre fait qu'elle est une redoutable tribunicienne. Elle est formidable en tribunicienne. Elle a un succès absolument considérable quand elle fait avec son compagnon pour à vendre le marxisme aux États-Unis. Ah oui, il reste 3 mois ou 4 mois aux États-Unis. Ils font des meetings avec 20 000 personnes, et c'est eux qui introduisent finalement la pensée de Marx aux États-Unis. Enfin, et elle a quand même quelque chose quand même de formidable, c'est qu'elle associe la lutte syndicale, la lutte féministe et la perspective du socialisme. Ça, c'est complètement moderne. Ouais. C'est-à-dire qu'elle articule les luttes contemporaines, l'émancipation qui doit avoir lieu dès maintenant, et la perspective lointaine. Elle dit, au fond, à Marx, c'est sa conviction, que la révolution, elle commence maintenant. Pour les femmes, c'est pas demain, c'est pas quand le socialisme sera constitué, c'est pas quand la propriété privée sera abolie qu'il faut que les femmes s'émancipent, c'est dès maintenant. Et ça, c'est le théâtre. C'est pour ça qu'il y a aussi tout un rapport dans le roman entre, justement, la littérature. Ouais. C'est que ils sont tous... Marx, toute sa famille, mais aussi les autres personnages, sont tous baignés, imprégnés de littérature. Ouais. Ils sont Shakespeare, ils le connaissent par cœur. Ouais. C'est pour ça que je me permets à chaque fois des petites mentions, etc. Ils connaissent ça par cœur. Si c'est vraiment, je pense que il y a 1000 raisons de lire votre livre, mais celle-là est formidable. Découvrir donc la fille de Marx, qui est une véritable icône, qui devrait être une véritable icône aujourd'hui, et qui ne l'est pas. Donc vous la remettez en scène, justement, elle qui aimait le théâtre, avec vraiment ce roman, je trouve, alors voilà... Moi aussi, c'est le livre que j'aurais aimé écrire, comme disait l'autre. Bon, celui-là, je ne sais pas si je l'aurais aimé l'écrire, c'est peut-être pas le mot qui convient, mais enfin, j'aurais aimé le penser, en tout cas. Après, avec toutes les notes en bas de page, je ne suis pas sûr. Alors, dans cette émission, Thierry Lire, on va faire, comme les autres, des coups de cœur, mais aussi l'invité va nous faire son conseil de lecture. De quel vous avez choisi un livre? Alors, écoutez, c'est un livre que j'ai déjà lu, que j'ai relu dernièrement, que je viens de finir, enfin, ma deuxième lecture. Ça s'appelle La route de Cormac McCarthy, qui est un chef-d'œuvre. Alors là, je ne découvre pas. C'est pas une découverte, vraiment. Là, c'est un livre bien connu qui a donné lieu à un film et qui a donné lieu aussi à une version bande dessinée qui est absolument remarquable, de Manu Larsenet. Qui est un énorme succès d'ailleurs. Énorme succès, mais c'est splendide. C'est vraiment un travail de graveur. Bon, mais enfin, c'est pas d'une gaieté folle quand même. Alors voilà, c'est pour ça que je dis, c'est aux antipodes complètes de ce que j'ai voulu faire avec Marx en Amérique. Donc, je ne sais pas si j'ai le temps de dire 3 mots sur ce livre-là. Non, ce qui est tout à fait frappant et qui me marque vraiment quand je relis ce livre-là, c'est la vision vraiment apocalyptique, effectivement, une allégorie finalement de la fin du monde, de la dévastation du monde. Il n'y a plus que des fugitifs, que des réfugiés, que des vagabonds, des gens qui ne sont de nulle part et qui fuient et qui vont vers le sud, un sud. Et c'est quand même quelque chose qu'il faut pointer. Aujourd'hui, les réfugiés qu'on montre du doigt, qu'on condamne à la mort dans la Méditerranée, ils viennent du sud vers le nord. Et là, Cormac McCarthy a une intelligence absolument remarquable et une intelligence politique fantastique. C'est qu'il montre justement des gens du Nord qui sont dans un monde qui a complètement brûlé, un monde où il n'y a plus que des cendres, où on ne respire plus à peine, où les gens se massacrent les uns les autres, où la question c'est manger ou être mangé. C'est absolument terrible, vraiment c'est terrible, mais bon, et il faut bien le dire, ça parle du monde dans lequel nous sommes, et ce monde-là,
c'est ce monde-là précisément qu'il faut refuser. Et tout ce que j'ai Voilà, fait c'est justement... c'est mieux d'essayer de refuser, parce Ouais, que il faut le pour ceux refuser. qui ont lu La Route, voilà. Il faut le refuser, mais il faut en tirer les c'est mieux. conséquences. Si on pouvait même refuser, mais alors là, très vite avant, quoi. Ouais, il faut Ça le va refuser loin. et il faut dès maintenant effectivement prendre les mesures pour refuser que ce monde advienne. Ouais. Bon, moi, je vous fais deux petits conseils de lecture. Le premier, c'est un polar, une politique fiction aussi, comme Jérôme Leroy en a déjà fait plusieurs. Il a écrit un roman qui s'appelait Le Bloc, dans lequel on entendait visiblement ce qu'on appelait à l'époque le Front National, qui s'appelait le Front National, qu'il avait changé. Fait de la politique fiction, donc certaines choses sont changées. Là, ça commence, c'est très court, ça fait 180 pages. Ça se passe dans les villes d'une petite ville du Nord, au bord de la mer, nord de la France. Et donc, le dingue, c'est-à-dire, on ne dit jamais son nom, enfin, Jérôme Leroy ne dit jamais son nom, mais c'est le président de la République. Donc, le dingue vient de dissoudre pour la troisième fois l'Assemblée nationale. Et là, quand même, 3 fois, là, ça commence à être un peu lourd. Et donc, tout ça se passe pas bien du tout. Ça s'appelle La Petite Fasciste. Ça se finit pas bien du tout non plus, mais c'est quand même très, très marrant, quoi. Et puis, un bouquin que j'ai beaucoup aimé de Fabio Visgogliosi, j'espère que je le prononce bien, Les Cambrioleurs. Ça se passe à Lyon dans les années 80, c'est des jeunes, ils ont 20 ans, les filles, elles sont en fac étudiantes aux Beaux-Arts, les mecs zonent un peu, il y en a un qui a trouvé un boulot, puis finalement il est viré dans une agence de communication, il est viré au bout d'une semaine, et donc avec ses potes, pour le venger, ils font un casse dans l'agence de communication, et là ils tombent sur ce qui ressemble vraiment à une œuvre d'art absolument incroyable qui aurait été fomentée par Marcel Duchamp. Et vraiment, c'est un livre extrêmement cultivé, très intelligent, très beau, très, très, très sensible sur, à la fois, ça se passe à Lyon dans les années 80. Là aussi, hein, c'est très court. Moi, j'aime les livres courts. Je suis désolé, hein, je suis désolé de vous le dire, mais c'est... On fera plus court. Hein, c'est aussi une forme de marxisme d'aimer les livres courts, parce qu'on n'a quand même pas que ça à faire. Je vous remercie beaucoup. C'est moi, Arnaud Vidian, voilà, c'était très sympathique. Voilà. Et puis, bon, à très bientôt, si vous le voulez. Il y aura des prochains numéros, normalement, de Tirelire. Merci beaucoup. D'accord, merci à vous.